Fais ce que doit. Cette devise, en austère contradiction avec le Fais ce que voudra de l'abbaye de Thélème, inspire la pensée du journal le plus influent et le plus controversé du Canada français, Le Devoir de Montréal. Le Devoir fut fondé voici presque 60 ans par Henri Bourassa. Depuis 6 ans, le fauteuil de Bourassa est occupé par Claude Ryan. C'est dans ce bureau sans prétention que M. Ryan, âgé de 44 ans, rédige tous les soirs jusqu'à 8 heures son éditorial quotidien. Le lendemain matin, son point de vue atteint non seulement l'élite intellectuelle, mais les hommes d'affaires, d'Église et d'État. Ces derniers, d'ailleurs, confient à M. Ryan des renseignements confidentiels qui l'aident à former ses jugements olympiens. Ce contact n'est pas à sens unique. Bien souvent, les hommes influents sollicitent à leur tour l'opinion intime du journaliste, de sorte que celui-ci est devenu à la fois l'incarnation du devoir et une personnalité connue à travers le Québec et le Canada. L'écrivain est aussi un administrateur. Ryan détient un contrat de 10 ans qui lui accorde les pleins pouvoirs et sur le contenu et sur le fonctionnement du journal. Malgré le succès personnel du directeur, Le Devoir fait face à de graves problèmes. Son tirage quotidien de quelques 40 000 exemplaires paraît modeste par rapport aux 210 000 exemplaires du journal populaire La Presse et même par rapport aux 160 000 exemplaires de l'excellent journal de province qu'est Le Soleil de Québec. Sans doute, M. Ryan a-t-il augmenté les recettes du journal en vendant plus d'espace aux annonceurs et en modernisant les opérations commerciales. Mais en dépit de cette amélioration et de l'apparence très professionnelle du produit final, les locaux du journal et une grande partie de son équipement sont démodés, voire vétustes. En 1968, M. Ryan avait réalisé un petit excédent qui laissait enfin espérer des jours meilleurs. Mais une augmentation des tarifs postaux, liée à une diminution radicale du service postal du samedi, liquida presque immédiatement ce progrès et imposa un déficit annuel de 100 000 $. Comme une source coule, tu pleures. Comme une source coule, tes dents mouillées, cascade t'élise dans mon souvenir. Tu ris, comme une source coule, tu pleures. Comme une source coule, tes joues mouillées, barbouillées de cheveux défaits ressemblent à des outres gonflées de chagrin. Bonjour. Depuis le temps de Bourassa, la société québécoise que commente et reflète Le Devoir a connu une singulière métamorphose. Toutefois, comme M. Ryan l'affirme, l'objectif du Devoir consiste toujours à défendre intelligemment les intérêts économiques, culturels, sociaux et politiques du Canada français. Des critiques du journal, et il y en a à la mesure de son influence, le décrivent parfois comme une revue savante déguisée en journal, ou encore comme un pamphlet qui prise plus les opinions que les faits. D'autres encore prétendent qu'il affiche un nationalisme vieux jeu ou qu'il se fait le porte-parole d'une bourgeoisie bien pensante et même réactionnaire. M. Ryan lui-même est souvent critiqué par des nationalistes inconditionnels à cause de son attitude de modération à l'égard du Canada anglais. Attitude d'ailleurs qui n'empêche pas certains confrères de Toronto, un peu à l'instar du Dr Knock, à ne voir en lui qu'un séparatiste qui s'ignore. C'est donc un rôle ingrat et étrangement solitaire que joue cet homme aux allures de moine vaguement ascétique. Ces mots sont cités avec sympathie ou avec colère, mais rarement avec indifférence partout au Canada. Nous allons demander aujourd'hui à M. Ryan s'il est, en bon moine et en excellent journaliste, vraiment la conscience du Canada français. M. Ryan, acceptez-vous d'abord cette définition du journal Le Devoir comme conscience nationale du Canada français? Et si votre réponse est dans l'affirmative, quelle impression est-ce que cela vous fait que d'être la conscience du devoir? Je pense bien que si nous allions affirmer notre rôle dans ces termes-là, ce serait un immense éclat de rire chez plusieurs, parce que je pense que personne ne peut s'arroger le titre, l'expression de la conscience nationale d'un peuple. Ce qui caractérise Le Devoir,
c'est peut-être davantage un souci d'exprimer ce qu'il y a de plus fondamental dans les aspirations, les attentes, les opinions du peuple canadien-français au sein duquel il est planté. Le journal a été fondé de manière à n'avoir pas d'autre raison d'être que celle d'exprimer ce qu'il y a de plus profond dans ce milieu qui était un peu démuni, abandonné à lui-même, qui avait besoin d'une voix un peu forte. Et dans ce sens-là, il est arrivé qu'à plusieurs grands moments historiques, le devoir a été en fait la conscience du Canada français. Il doit y avoir des jours où d'autres le sont aussi bien, sinon mieux que lui. Pourriez-vous nous rappeler un peu l'évolution historique de la philosophie du devoir? En commençant, mettons, par Bourassa, en nous rappelant les principes de Bourassa, en passant par M. Filion et M. Laurendeau. Il faut bien se rappeler que lorsque le devoir fut fondé en 1910, le Canada français était une communauté composée en grande partie de gens qui vivaient sur les terres, dans les villages ou dans des petites villes, et qui ne comprenaient dans les villes qu'une petite bourgeoisie d'affaires, de profession libérale, de membres du clergé, assez traditionnelle, et une classe ouvrière dont les racines étaient encore fortement rurales, qui par conséquent était assez naturellement portée aux valeurs de soumission, à l'acceptation des valeurs morales traditionnelles. Dans ce contexte, M. Bourassa avait donné au devoir les objectifs suivants. Défense des intérêts des Canadiens français à l'intérieur du cadre canadien. Deuxièmement, libération du Canada vis-à-vis l'Angleterre. Troisièmement, promotion de la justice sociale. Parce que dès ce moment-là, vous vous souvenez que dans les pays d'Europe occidentale, un mouvement appelé catholicisme social avait pris racine, un mouvement de défense des intérêts de l'ouvrier contre les employeurs industriels qui commençaient à créer le prolétariat qui devait plus tard s'organiser en syndicats et en différents groupes d'intérêts. Alors ici, M. Bourassa s'était inspiré de ce qu'il avait vu en Europe et il a fixé la justice sociale comme l'un des grands objectifs du journal. Déjà, il était question de corruption des hommes politiques à ce moment-là. La droiture, l'honnêteté, l'intégrité des hommes publics fut aussi l'un des grands objectifs du journal. Et j'ajouterais enfin, M. Bourassa l'avait formulé dans ces termes-là, les principes catholiques. M. Bourassa entendait être le défenseur des grands principes religieux et sociaux du christianisme tel qu'énoncé à ce moment-là par l'Église de Rome, pour laquelle il avait un très grand attachement. Alors, ces objectifs conçus dans la société que nous avons décrite tantôt ont été appelés à évoluer. Le devoir a connu en fait deux grandes périodes. Les périodes ne coïncident pas nécessairement avec les changements de directeur. Je dirais que la première période s'est prolongée jusqu'à la fin du dernier conflit mondial, c'est-à-dire jusque vers 45-46. Toutes ces valeurs dont nous avons parlé, ces objectifs, étaient restés à peu près les mêmes. Ensuite, il y a eu la période inaugurée par la nomination de M. Filion au poste de directeur et de M. Laurendeau au poste de rédacteur en chef, et qui, à mon humble point de vue, se continue encore. Cette période-là, c'est la période de l'entrée des Canadiens français dans un tout autre ordre de culture et de civilisation. Ils sont devenus ouvriers dans une grande proportion, et ouvriers avec des racines dans les villes qui remontent à une, parfois deux ou trois générations. Il commence à se créer une conscience de classe ouvrière. Vous avez des intellectuels qui commencent à se multiplier dans différentes disciplines dont nous n'avions pas de représentants au Canada français auparavant. À Toronto et au Canada anglais, vous avez des économistes, par exemple, des historiens laïcs, des sociologues, des psychologues, depuis déjà les années 20. Chez nous, ça a commencé dans les années 40 et les années 50. Mais tout ça obligeait à redéfinir les valeurs que représentaient les objectifs premiers du devoir. Je vais prendre l'objectif de l'indépendance du Canada vis-à-vis de l'Angleterre. Il est évident qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème. S'il y a un problème par rapport à l'indépendance du Canada, il se pose en fonction des États-Unis et non plus de l'Angleterre. Et il ne se pose pas tellement sur le plan politique que sur le plan économique, social et culturel. Alors, ce changement-là, pardon, a été déclenché par M. Filion et M. Laurendeau? Oui. Eux se sont très bien rendus compte de ce changement-là. Par exemple, je me souviens que M. Laurendeau a défendu très fortement l'institution de Radio-Canada. À toutes les époques où elle a été attaquée par des politiciens ou par des forces conservatrices du milieu canadien-français, c'est parce qu'il voyait dans l'institution de Radio-Canada, tant pour le Canada français que pour le Canada anglais, l'un des remparts contre l'américanisation. Ensuite,
la défense des droits des Canadiens français à l'intérieur du cadre fédéral. Si vous prenez le devoir des années 1910, 1915, 1925, même 1935 et 1940, la première page du journal est composée presque entièrement soit de matière internationale, soit de matière reliée à la politique canadienne. La politique québécoise prend une place assez faible. L'époque ouverte par M. Filion et M. Laurendeau a été une période d'affirmation du rôle premier de l'État québécois dans la défense et surtout dans l'affirmation des valeurs canadiennes françaises. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre indéfiniment d'une sorte d'autonomie négative qui consistait à dire à Ottawa, vous ne devez pas toucher aux affaires canadiennes françaises, à nos valeurs sociales, culturelles, religieuses et éducatives. On s'est rendu compte qu'il fallait affirmer, développer ces valeurs. Ça, c'est un deuxième grand changement d'accent qui s'est produit, un intérêt non moins réel, mais un peu mieux proportionné entre et vis-à-vis la politique fédérale et un déplacement d'accent vers l'État québécois. Un troisième point, où l'ancienne civilisation canadienne-française était une civilisation où les contrôles sociaux étaient très forts. Vous deviez être catholique, vous naissiez catholique, vous alliez à l'école catholique, vous fréquentiez la paroisse, vous entriez dans un syndicat catholique, vous vous affiliiez à une caisse populaire catholique, vous deviez lire autant que possible un journal catholique, vous mourriez catholique et toute votre vie était fortement encadrée par des institutions marquées par le catholicisme. On s'est rendu compte que dans une civilisation urbaine, c'était impossible. Alors l'époque inaugurée par M. Filion et M. Laurendeau a été aussi l'époque d'ouverture aux valeurs libérales, c'est-à-dire aux valeurs d'affirmation de la primauté de la conscience individuelle sur les dictates ou les suggestions des institutions sociales. Ça s'est manifesté d'une foule de manières. Vous avez constaté une réorganisation radicale du système d'enseignement, une libéralisation de la censure, une multiplication des courants de pensée, des opinions sur les problèmes les plus divers, etc. Je pense que ce sont là une déconfessionnalisation à peu près générale d'institutions qui avaient toutes été baptisées catholiques, comme je le disais tantôt. Je pense que c'est la caractéristique principale de l'époque inaugurée par M. Filion et M. Laurendeau. Maintenant, nous sommes dans un problème aujourd'hui. On a renversé les anciennes valeurs, on a laissé pénétrer à fond les valeurs libérales classiques. Maintenant, la culture canadienne-française est aux prises avec une crise encore plus grave, parce qu'il s'agit, on s'est aperçu que de transplanter tout simplement les valeurs libérales dans le milieu canadien-français ne constituait pas une garantie de santé pour l'avenir, parce que les Canadiens français doivent lutter à armes inégales dans le grand contexte nord-américain. Alors il faut trouver une implantation de l'idéal libéral dans le Canada français, qui tiendra compte aussi de contraintes sans lesquelles toute la culture canadienne-française va rapidement s'assimiler dans le grand melting pot nord-américain. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous assistons à des tensions beaucoup plus dures qu'autrefois et les options se font beaucoup plus radicales. Beaucoup vous diront impossible de songer à un quelconque épanouissement des valeurs canadiennes-françaises si vous n'optez pas d'abord pour la souveraineté politique du Québec. Impossible de réaliser le développement des valeurs canadiennes-françaises, même à l'intérieur d'un Québec souverain. Si vous accordez une reconnaissance trop large aux droits d'un groupe qui se présente comme minoritaire, mais qui en fait a toujours eu l'habitude de se comporter comme s'il était majoritaire. Alors ça vous explique un peu les tensions nouvelles dans lesquelles nous sommes entrés. Un autre exemple. En 1945 et 1950, il était de bon ton de favoriser les syndicats, parce qu'à ce moment-là, vous aviez à Québec un pouvoir politique très fortement antisyndical. Et de mener une lutte pour les libertés syndicales, c'était glorieux et nécessaire. Dans le contexte d'aujourd'hui, où les syndicats ont acquis une puissance considérable, et où, dans le secteur public en particulier, ils ont acquis la liberté de mettre en péril la sécurité de la collectivité, son équilibre économique sans lequel elle perd sa chance d'exister à l'état distinct. Là, vous êtes obligé d'avoir une attitude très différente et ça explique que certains considèrent que le devoir d'aujourd'hui est un peu moins radical que ne l'était celui de 1958. En 1958, il y avait beaucoup de libertés que nous n'avions pas expérimentées encore. Il fallait ouvrir la porte. Maintenant, nous les avons connues.
Nous les avons expérimentés dans certains cas d'une manière abusive. Il fallait un certain rappel à l'équilibre. Et c'est le rôle du devoir dans cette période un peu plus difficile, de rappeler des valeurs d'équilibre qui sont non moins importantes que pouvaient l'être à d'autres époques, les valeurs de libération ou d'émancipation pure et simple. Et c'est de cette façon-là que vous, personnellement, vous avez façonné l'idéologie du devoir, par exemple, dans le secteur du nationalisme de Bourassa ou du catholicisme aussi. Oui, je crois qu'en somme, la période où j'ai été appelé à travailler au devoir se situera peut-être dans l'histoire comme la dernière phase de la période qui avait été inaugurée par M. Filion et M. Laurendeau. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais j'ai fait deux constatations. D'abord, il est impossible dorénavant d'avoir un organe ou un mouvement qui se présente comme le leader du Canada français ou des élites canadiennes françaises. Ça, c'était possible autrefois. Malgré que même là, les historiens mettraient beaucoup de nuances. Vous savez, quand M. Bourassa disait une chose, M. Laurier n'était pas d'accord du tout. Et M. Laurier était quand même celui qui décrochait les suffrages des Canadiens français à ce moment-là. N'était pas un étranger complet. M. Taschereau et M. Duplessis à Québec obtenaient eux aussi la faveur populaire, pendant que le devoir passait un peu mythiquement pour être le leader du Canada français, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce que les élites se sont beaucoup diversifiées. Je conçois que le rôle du devoir, maintenant, s'oriente rapidement vers les deux lignes de fond suivantes, tout en maintenant les grandes valeurs initiales. D'abord, il faut qu'il soit un très bon journal. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être d'abord un instrument pour des croisades ou des campagnes. Comme nous sommes dans la famille des journaux quotidiens, il faut que nous donnions de la bonne information quotidienne avec un personnel professionnel qui soit, dans toute la mesure du possible, le plus qualifié qu'on puisse trouver dans un journal canadien-français. Deuxièmement, tout en prenant nous-mêmes position sur les grands sujets du jour, nous avons aujourd'hui un rôle de carrefour, un rôle de plaque tournante, un rôle de centre de rencontre, d'échange et d'affrontement, beaucoup plus prononcé qu'autrefois. Autrefois, vous trouviez dans le devoir la liqueur intellectuelle du devoir. La porte laissée aux contradicteurs était beaucoup plus réduite. Cette porte a tendu à s'élargir beaucoup, au point qu'aujourd'hui, une personne peut lire le devoir, ne pas aimer la position adoptée par le directeur en éditorial, mais trouver dans la page voisine 2 ou 3 textes qui contredisent carrément l'opinion du directeur sans que celui-ci soit du tout mal à l'aise et sans que les lecteurs soient scandalisés. Je trouve que c'est l'accession à une fonction différente, une fonction de synthèse, une fonction de creuset qui me paraît plus importante dans cette période de recherche que la fonction d'affirmation péremptoire et unilatérale qui a pu valoir à d'autres époques. Même à la belle époque où M. Filion combattait M. Duplessis, il n'était pas très indiqué de trouver dans le devoir des grands textes à la défense des positions de M. Duplessis. L'information était assez chargée contre M. Duplessis, était colorée volontiers. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus objectif de ce point de vue-là. Nous distinguons très nettement l'information de l'opinion. Et même dans la section des opinions, encore une fois, nous faisons une place très large aux opinions de ceux qui ne pensent pas comme nous, à condition qu'ils s'expriment suivant les normes éthiques et intellectuelles que nous exigeons de nos collaborateurs. C'est ainsi, par exemple, lorsque M. Jean-Marc Léger est parti à cause de son désaccord sur votre position constitutionnelle, vous lui avez permis de publier à la page 5 sa thèse. Il n'est pas parti du journal, je tiens à le dire. Il est encore à l'emploi du journal. Il est en congé sans solde actuellement. Mais quand... c'est quand M. Lévesque a fait son option à la suite de la venue du général de Gaulle au Canada. Il faut se situer dans le contexte des événements qui ont marqué cette décision-là. M. Lévesque avait publié son manifeste pour la souveraineté association. Alors, M. Léger est venu me voir avec une série de 3 grands articles dans lesquels il appuyait à fond de train le choix que venait de faire M. Lévesque. Puis il m'a dit, je vais publier ça dans le devoir. Je lui ai dit, très bien, il n'y a pas d'objection, mais je serai obligé d'exiger que tu démissionnes comme éditorialiste. Tu pourras rester membre de l'équipe de rédaction du Devoir. Nous te trouverons un rôle différent, mais je ne concevais pas qu'il puisse rester comme éditorialiste à côté d'un directeur et de collègues qui, eux, favorisaient un renouvellement de l'expérience politique canadienne et non pas simplement
l'émancipation ou la sortie du Québec du cadre confédéral. Je ne pensais pas que dans une équipe éditoriale, on pouvait à la fois dire blanc et noir. Je soutenais qu'il fallait un minimum d'homogénéité fondamentale, mais ça étant acquis, j'avais dit à M. Léger, tu peux très bien rester comme membre de la rédaction, et en fait, il est resté. Puis il a été assez heureux même par la suite. Notez qu'à ce moment-là, nous l'avons affecté à un autre rôle. Il s'est plutôt consacré à l'analyse des événements internationaux, à la coordination des rapports du journal avec des correspondants étrangers, puis à l'étude de questions spéciales qui ne mettaient pas en jeu cette divergence fondamentale qu'il avait et qu'il a encore sans doute avec la direction du journal. Pourriez-vous nous rappeler la position constitutionnelle que vous avez développée à cette occasion-là, qui a provoqué, non pas le limogeage, mais le départ amical de M. Léger? Moi, quand je suis venu au Devoir, je n'avais pas une grosse initiation politique. Je voyais les choses en Canadien français qui avait grandi comme les autres. Je m'étais plutôt spécialisé dans les questions religieuses, les questions sociales et les questions d'éducation, mais m'étais tenu à distance de la politique. Je n'avais pas considéré que le problème politique était aussi grave et aussi brûlant. J'ai appris vite, M. Laurendeau m'avait dit quand je suis arrivé au Devoir, ne vous inquiétez pas, cette partie-là, le Devoir se charge de vous l'inculquer. Et j'ai découvert une chose. Ça a été la grande découverte de ces 7 années et plus que j'ai maintenant vécu au Devoir, c'est que le problème politique canadien-français gravite autour de la question du Québec, autour du statut et du rôle politique du Québec. On peut avoir une présence canadienne-française à Ottawa, on peut avoir le bilinguisme à l'échelle nationale, ce sont des choses qui sont très nobles, très souhaitables. Mais la question fondamentale reste celle du rôle que le Québec doit jouer dans le développement économique, social, politique et culturel des Canadiens français. Alors là-dessus, j'en suis venu à conclure qu'il était préférable, pour bien des raisons, que le Québec demeure dans l'ensemble fédéral canadien, mais que l'ensemble canadien devrait consentir à faire une place plus explicite aux valeurs, aux aspirations et aux besoins originaux du Québec, en raison de son caractère d'État où se trouve concentrée la grande majorité des Canadiens français au Canada. M. Léger, lui, optait plutôt pour la souveraineté, c'est-à-dire pour la rupture du lien fédéral. Et ensuite, là, selon la formule de M. Lévesque, pour la reprise d'une forme quelconque de lien confédéral sur la base de l'égalité absolue entre les deux partenaires éventuels que seraient le Canada français et le Canada anglais. Moi, j'insiste plutôt sur le maintien de la formule fédérale parce que je la trouve plus vraie, plus substantielle et plus de nature à rejoindre la volonté populaire. La formule confédérale, c'est une formule élitiste, en somme, qui repose sur la rencontre des dirigeants au sommet, tandis que la formule fédérale crée un organe de gouvernement fédéral qui tire sa souveraineté de la volonté populaire elle-même. Par conséquent, je tiens plus à cette formule-là, mais à condition qu'elle trouve le moyen de faire une place raisonnable aux aspirations distinctes du Québec. La pensée économique et sociale du Devoir, est-ce qu'on pourrait la qualifier de progressiste? Je n'oserais prétendre à un qualificatif aussi généreux. Je pense que... Et prenons les sujets l'un après l'autre. L'entreprise privée, par exemple. Je me souviens quand M. Lévesque était au pouvoir à Québec. Je lui demandais souvent, « Êtes-vous favorable à l'entreprise privée, M. Lévesque? » Il me disait oui, sans enthousiasme. Et moi, je lui disais, c'est curieux, pour un homme qui veut fonder la société sur le principe de la liberté, je ne vois pas comment vous pouvez avoir une société où existe la liberté intellectuelle si vous n'avez même pas la liberté d'entreprise matérielle. Ce sont des valeurs corollaires qui se tiennent l'une à l'autre. Par conséquent, je suis favorable à l'entreprise privée. Mais je suis également favorable au principe de la suprématie de la puissance politique dans la détermination des grandes décisions économiques, et je suis favorable en plus à la création de forces intermédiaires de contrepoids entre l'entreprise privée, qui tente à revêtir des dimensions gigantesques aujourd'hui, et l'État, dont le rôle tend lui aussi à s'accroître. Entre les deux, le Devoir a toujours, et encore aujourd'hui, c'est tout à fait vrai, éprouvé une prédilection spéciale
pour des formules intermédiaires, comme en particulier la formule coopérative. C'est curieux que les caisses populaires, qui sont devenues aujourd'hui l'une des plus grandes institutions financières des Canadiens français, ont été appuyées dès la fondation du devoir par M. Bourassa. Ils ont toujours joui, à travers les 60 dernières années, de l'appui indéfectible de la direction et des rédacteurs du journal, et cela continue autant qu'autrefois. En somme, ici, je me rapproche peut-être plus du modèle suédois, où l'on n'a pas de politique anti-entreprise privée, où l'on ne favorise pas systématiquement l'étatisation de tous les secteurs d'activité, mais où l'on essaie de créer un système de poids et de contrepoids qui laisse une place raisonnable à chaque agent de l'économie sans pour autant étouffer l'initiative. L'économie mixte un peu pragmatique. Oui, oui. Si vous me demandiez si le devoir est socialiste, par exemple, je vous dirais non, nous ne sommes pas socialistes. Socialistes au besoin dans certaines choses, mais pas nécessairement. Pourrions-nous passer maintenant de la philosophie aux méthodes de travail? Vous avez, je crois, 3 éditorialistes. En plus de vous, il y a M. Vincent Prince et M. Paul Soriol. Mais vous avez combien de journalistes à la salle de rédaction? Oh, nous avons à peu près 25 journalistes qui sont répartis comme suit. À l'information générale, 10 ou 12. Ça comprend les responsables du pupitre et ceux qui couvrent l'information municipale à Montréal, les questions syndicales, les questions d'éducation, les questions religieuses, les déjeuners-causeries, les événements divers, etc. Aux arts et lettres, nous avons 3 journalistes. Au sport, 2. Aux finances, 1,5. Un correspondant permanent à Ottawa, 2 correspondants permanents à Québec. Le Devoir avait toujours eu seulement un correspondant permanent à Québec. Il en a maintenant 2, ce qui confirme ce que je vous disais plus tôt quant à l'accentuation de l'importance de l'État québécois dans la préoccupation du Devoir. Ensuite, nous avons 3 éditorialistes et je pense que nous avons deux journalistes également au service famille, femmes, enfants, éducation. Vous avez de temps à autre un correspondant à Paris aussi, surtout pendant la période du général de Gaulle. Oui, là, nous avons toujours eu un réseau de correspondants dans différentes parties du monde qui nous adressent des textes, mais qui collaborent avec le Devoir sur une base de temps partiel, qui ne sont pas des journalistes travaillant à temps complet pour nous. À Paris, actuellement, nous avons une journaliste canadienne, pour la première fois depuis de très nombreuses années, Mademoiselle Villeneuve, qui travaille sur une base de moitié temps pour le Devoir, qui ne couvre pas seulement la scène parisienne et française pour nous, mais un peu l'Europe occidentale. Nous l'avons envoyée en Irlande faire des reportages spéciaux sur les événements de l'été dernier. Elle a couvert les congrès des 2 grands partis politiques en Angleterre récemment. Elle nous envoie des séries sur différents aspects de la vie française également. Il est question que nous l'envoyions dans le Proche-Orient prochainement. C'est un peu une roving correspondent pour nous autres dans cette partie très importante du monde. À plusieurs reprises, depuis quelques mois, je crois que vous avez critiqué l'ensemble de la presse québécoise à cause de son manque d'intérêt à l'égard du Canada anglais. Vous dites qu'il n'y a aucun correspondant québécois à l'extérieur du Québec. Qu'est-ce qui empêche le Devoir de parachuter un homme à Toronto, par exemple? C'est seulement la question financière. Si ce n'était pas de l'obstacle financier, nous l'aurions fait, moi, depuis que je suis responsable du Devoir, parce que je considère que c'est une nécessité absolue. Non seulement pour la couverture du secteur politique, mais surtout pour la couverture de la vie culturelle, intellectuelle, universitaire, sociale, économique. Toronto est en train de devenir le grand centre de décisions économiques au Canada. L'Ouest perd énormément de l'influence limitée qu'il avait autrefois. Les foyers de décision se déplacent vers Toronto de l'Ouest, et c'est la même chose de Montréal. Et tout ça se produit sans que personne à Montréal ne semble s'en apercevoir. Alors, ce serait très important que nous ayons quelqu'un ici, et le seul obstacle, c'est l'obstacle financier. On ne pourrait pas mettre en commun les services d'un correspondant, plusieurs journaux pourraient se rallier. Et savez-vous, pour le Devoir, là, c'est presque impossible, parce que le style d'écriture du Devoir est tellement différent de celui des autres journaux. Je ne veux pas du tout avoir l'air aristocratique en disant ceci, mais je pense que le Devoir demande, pour être lu, un lecteur qui a atteint ce que j'appellerais un niveau réflexif de culture, c'est-à-dire un lecteur qui est capable de lire entre les lignes et de réfléchir sur l'événement. Ce n'est pas que nous choisissions uniquement des lecteurs qui ont une formation universitaire. Au contraire, nous nous sommes toujours enorgueillis de compter une bonne proportion de nos lecteurs parmi la catégorie des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui se sont formés eux-mêmes
sans avoir fait de grandes études, mais en assumant des responsabilités dans les syndicats, dans les coopératives, dans les groupements populaires, mais qui sont arrivés à un stade de développement où ils se rendent compte qu'il faut réfléchir sur l'événement. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile pour nous de faire une mise en commun avec d'autres journaux où l'on a plutôt le style affirmatif de journaliste, c'est-à-dire ce style péremptoire qui vous affirme brutalement un fait, sans sentir le besoin de vous l'expliquer ou de le situer, qui affirme le fait parce que c'est un fait et que le consommateur, plus on lui en présente, plus il est curieux et vorace. Alors, il y a une différence de niveau ici qui nous est caractéristique, que nous ne voulons pas abandonner parce que nous espérons qu'éventuellement, c'est tout le journalisme qui finira par s'orienter dans cette direction. Ça nous rend difficile les mises en commun. Nous avons tenté cette expérience-là à quelques reprises. Ça n'a jamais été heureux. Ça dévaluait la qualité de ce qui était présenté dans le Devoir en général. Pour parler d'autres sources de nouvelles, je crois que vous êtes abonné à 2 agences, la Presse canadienne et l'agence France-Presse. Qu'est-ce Ouais. que ces agences vous apportent sous forme de qualité de la rédaction, sous forme d'originalité de nouvelles? La presse canadienne nous apporte 3 types d'alimentation. Vous avez d'abord le fil d'Associated Press, qui entre directement dans notre salle de rédaction, à laquelle la presse canadienne est abonnée et pour laquelle elle détient l'exclusivité au Canada. Vous avez le fil anglais de la Canadian Press, qui nous en avons 2, le fil national, puis un autre qui nous inonde d'informations sur la vie politique fédérale, la vie politique dans les différentes provinces et aussi les autres secteurs de la vie. Nous avons troisièmement le fil français, qui, lui, nous apporte une matière beaucoup plus réduite. Hein. C'est à peu près le quart ou le 5e de la matière que vous apportent journellement les fils anglais. C'est une matière qui nous est utile. Régulièrement, nous en puisons une partie très limitée pour notre édition quotidienne, mais cette matière-là se situe plutôt là, au niveau affirmatif dont je parlais tantôt et n'a pas par conséquent une très grande utilité pour nous. Dans l'ensemble, il est nécessaire que nous recevions toute cette matière de la presse canadienne parce qu'autrement, nous serions coupés de sources d'informations qui nous permettraient de présenter de la bonne matière à nos lecteurs. Mais ça nous demande un travail de transposition, d'adaptation, de recréation extraordinaire. L'agence France-Presse vous fournit surtout des nouvelles internationales. L'agence France-Presse nous nourrit au point de vue international. Ça, c'est nouveau. Nous avons commencé cette affiliation il y a à peu près 5 ans. Le fil de France-Presse est très abondant. Il nous présente une matière rédigée dans une langue française qui est généralement excellente. Mais c'est une matière qui est parfois unilatérale. Et que la matière que France-Presse présente sur le Vietnam, par exemple, sur l'Amérique latine ou sur les événements au Moyen-Orient, c'est une matière qui a souvent besoin d'être contrebalancée par une autre matière. Mais souvent ici, nous recevons un meilleur contrepoids par des correspondants que nous avons. Prenez en Espagne, nous avons un très bon correspondant qui couvre l'Espagne et le Portugal pour nous. Lui nous envoie une correspondance à tous les 10 ou 12 jours à peu près. Une correspondance élaborée. Nous avons beaucoup plus par M. Deblay que nous avons par France-Presse. Au Moyen-Orient, nous avons 3 correspondants. Il y en a un qui est au Liban, il y en a un qui est... je crois que c'est du côté du Maroc ou de la Tunisie, puis nous en avons un autre. Ces gens-là nous adressent... Nous en avons 2 au Liban. Une matière extrêmement intéressante, extrêmement vivante. Je pense que sur le Proche-Orient, la matière qui est parue dans le Devoir depuis 1 an ou 2 est de l'excellente matière. Est-ce que vous voulez laisser entendre que l'AFP reflète un peu trop le point de vue du gouvernement français? Je n'oserais dire cela. Je n'oserais dire cela. C'est une question... Des fois, on a dit du Devoir, il reflète un peu trop le point de vue du gouvernement québécois. Je pense que c'est excessif. Il y a un peu de vrai là-dedans quand même, parce que comme nous épousons davantage la thèse québécoise dans l'hypothèse d'un conflit avec Ottawa, oui, il est normal que nous soyons parfois un peu plus proches de cette source-là et que ça transparaisse au moins légèrement pour le lecteur impartial de l'extérieur. Il peut arriver que la même chose se présente pour France-Presse, quoique ce ne soit pas une déviation générale et systématique là, qui vaudrait d'être dénoncée. En ce qui concerne l'administration du Devoir, et vous avez une formule assez originale, je crois, les coopératives. Pourriez-vous nous expliquer cela? Ce n'est pas une coopérative. Ce n'est pas une coopérative, c'est pire que ça. C'est ce que certains appellent une autocratie. Le Devoir avait été fondé par M. Bourassa. C'était un peu sa propriété personnelle pendant les premières années. Il s'est rendu compte un jour qu'il ne pouvait pas suffire
et que c'était une formule très dangereuse pour le cas où lui disparaîtrait. On a songé à une nouvelle formule et je crois qu'on s'est inspiré finalement d'expériences qui se faisaient à ce moment-là en Angleterre, of all countries, en Angleterre. C'est la formule de l'acte de fiducie. C'est très simple. Nous sommes incorporés en vertu de la loi des compagnies fédérales. Chose assez curieuse, nous n'avons pas encore fait le transfert à une charte provinciale parce que le temps ne nous l'a pas permis. Je crois que ce serait mieux que nous ayons une charte provinciale que fédérale, étant donné le genre d'activité que nous poursuivons et le genre d'opinion politique que nous avons. Mais c'est une parenthèse. Alors, incorporé en vertu de la loi des compagnies. Mais à l'intérieur de notre incorporation, nous avons un acte de fiducie qui prévoit que plus de la moitié des actions sont détenues par des fiduciaires qui ne peuvent les aliéner pour aucune considération. Alors, ces fiduciaires-là détiennent les actions en dépôt. Mais dès qu'un directeur du journal est nommé, il a seul mandat pour voter au nom de ses actions majoritaires à toute assemblée des actionnaires du devoir, et sans recevoir aucune espèce de directive de la part des fiduciaires et sans même avoir à communiquer avec eux. Vous êtes donc un roi absolu, pour ainsi dire. À mon cas, on a limité cette royauté à une période de 10 ans. Autrefois, le directeur était nommé ad infinitum. Il pouvait demeurer là aussi longtemps qu'il voulait, à toute fin pratique. M. Filion, qui partait à ce moment-là, s'était rendu compte des dangers que comportait cette formule. Il a beaucoup insisté pour que l'on choisisse une période de temps plus limitée. Et nous nous sommes entendus sur un mandat de 10 ans, la raison en étant qu'il fallait que le directeur puisse au moins faire 2 régimes politiques complets, tant à Ottawa qu'à Québec, pour pouvoir affirmer un peu sa contribution dans l'évolution du débat politique et social. Alors, c'est comme ça que la formule fonctionne. Quand on m'a nommé en 64 pour un mandat qui court jusqu'en 1974, j'ai remis à ce moment-là une lettre de démission au fiduciaire, qui la conserve quelque part dans une voûte. La lettre est datée du 1er mai 1974. Et lorsque cette date-là arrivera, on me présentera ma lettre de démission et on me dira si on l'accepte ou non. Mais on sera libre de disposer de moi si on le veut. Est-ce que vous aimeriez commenter sur l'observation qui m'a été faite, selon laquelle vous exerceriez une sorte de protectorat moral et intellectuel sur l'ensemble du journal? Vous avez parlé d'un esprit d'équipe et de la dépersonnalisation du journal, mais vous savez, vous-même, vous avez prononcé le mot autocratie. Il y a toujours des mécontentements dans une telle situation. Est-ce que vous aimeriez commenter cette observation? Oui, évidemment. Je lisais dans une publication anglophone, le magazine Maclean's, il y a quelque temps, que le directeur autocratique du Devoir avait fait telle chose. Je ne me souviens pas de quoi il s'agissait exactement. J'ai été un peu furieux parce que je pense honnêtement être le moins autocratique des hommes, le moins autocratique au sens d'arbitraire ou dictatorial. Mais franchement, je ne pense pas. Mais le statut qu'on m'a donné à quelque chose d'aristocratique et même d'autocratique que je serais malvenu de contester. C'est une formule entre plusieurs. On voulait assurer l'indépendance du journal vis-à-vis de toute puissance politique, financière, religieuse, culturelle, économique ou sociale. On s'est dit, il faut que ça s'incarne au bout de la ligne dans une personne dont la puissance de volonté, dont l'énergie d'indépendance, dont le souci de service, dans des conditions difficiles, seront assez grands pour qu'elle puisse résister à toutes les tempêtes. Ça, c'est le fond de la philosophie du devoir. Maintenant, est-ce que cette formule-là, la formule a fait ses preuves pendant 60 ans? On a vu d'autres journaux chavirer à gauche et à droite, passer d'une allégeance à une autre, passer d'une servitude à une autre. Le devoir a toujours conservé son indépendance et sa liberté foncière à travers cette période de 60 ans, et je pense pouvoir dire qu'il la conserve encore aujourd'hui d'une manière à peu près totale. Mais la formule a ses limites. Est-ce que dans le monde infiniment complexe d'aujourd'hui, avec des affaires beaucoup plus difficiles à gérer qu'autrefois, c'est encore possible d'avoir un homme qui a toute la responsabilité dans ses mains? On s'est posé la question quand M. Filion est parti. On a beaucoup hésité avant de me confier la responsabilité dans ces termes-là. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on n'avait pas encore trouvé une meilleure formule. Nous avons vécu pendant 18 mois au devoir la formule collégiale. Une formule en vertu de laquelle la rédaction du journal était régie par un collège de 3 membres.
Mais vous savez comme moi, parce que vous avez travaillé dans un quotidien, le collège n'a pas le temps de se réunir tous les jours, puis souvent, la production exige que votre texte soit là tout de suite. Et c'est fantastique, le rythme de production auquel vous devez vous soumettre dans un journal quotidien modeste est tout à fait inhumain par rapport à ce que vous connaissez dans les universités ou dans les institutions plus tranquilles. C'est même le rythme de travail de celui qui est directeur du journal doit être bien plus rapide que celui du responsable de n'importe quelle institution correspondante ailleurs. Alors, il ne faut pas trop de parlotte ou de collégialisme ou de discussion. Il faut des décisions, il faut des textes, il faut des numéros du journal qui soient à temps. Et la formule en vertu de laquelle, au bout de la ligne, il y a une personne qui décide, je pense que c'est encore la meilleure pour l'instant. D'ailleurs, dans un gouvernement démocratique à Ottawa, il faut que M. Trudeau, au bout de la ligne, soit capable de prendre la décision. S'il fallait toujours que ce soit un collège comprenant M. Sharp et une couple d'autres ministres qui dussent décider, M. Trudeau n'étant que l'une des voix dans le collège, souvent, ça ne fonctionnerait pas. M. Wilson, en Angleterre, c'est la même chose. Je pense qu'on a exagéré dans le sens d'un collégialisme un peu trop littéral. Nous préférons au devoir pratiquer le collégialisme spirituel. C'est-à-dire une mise en commun des informations d'abord. Une très grande mise en commun des informations. Vous disiez tantôt, disons que moi je rencontre le premier ministre du Québec ou le chef de l'opposition ou un chef d'entreprise. Mes principaux collaborateurs sont immédiatement informés de la substance de la conversation, de manière qu'ils sachent où ils vont mettre les pieds quand ils s'engagent dans leur travail. Et jamais nous ne violons au devoir un secret acquis dans des conditions privilégiées. Les gens savent qu'une conversation privilégiée avec tel ou tel journaliste du devoir ne sera pas violée dans le journal du lendemain. Et c'est pour ça que sans avoir des scoops aussi souvent que d'autres journaux, nous sommes généralement mieux informés que nos concurrents parce que nous faisons usage de ces renseignements abondants que nous avons, mais sans jamais les violer formellement dans le journal, sans jamais violer la confiance qui a été placée en nous. Il y a, je crois, au niveau de l'équipe des éditorialistes, une assez grande stabilité, mais au niveau de la salle de rédaction, on prétend qu'il y a une assez grande instabilité. Pourquoi? C'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours eu un pourcentage de mobilité élevé parmi les journalistes du devoir pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. D'abord, je pense que le journaliste moyen que nous recrutons au devoir est un journaliste mieux doué, plus riche de talent que le journaliste moyen que vous trouverez dans d'autres journaux. Par conséquent, les tentations qui se présenteront à lui d'aller chercher des occasions encore plus intéressantes ailleurs seront beaucoup plus nombreuses. On peut dire qu'un journaliste qui s'en vient au devoir, il a une carrière assurée, soit dans le journalisme, soit dans un autre domaine, parce que nous sommes extrêmement prudents au moment du choix des journalistes, de manière à choisir des personnes d'un certain calibre. Alors, elles sont plus sollicitées par l'extérieur et souvent, leur vocation les appelle d'ailleurs à d'autres endroits. Deuxièmement, les chances de promotion au devoir restent quand même limitées. Voyez-vous, nous avons un directeur, éventuellement un rédacteur en chef, nous avons un directeur de l'information, un correspondant à Ottawa, 2 correspondants à Québec. Il n'y a pas beaucoup de chances de promotion là-dedans. Un type qui a du talent et de l'envergure, il se dit, moi, je ne suis apparemment pas fait pour devenir le directeur de ce journal-là. Apparemment, ils n'en ont pas plus qu'un ou deux par génération. Je ne peux pas miser tout mon avenir là-dessus. Je suis mieux d'aller tenter ma chance ailleurs. Alors ça, ce sont des facteurs qui ont toujours existé, qui sont encore vrais aujourd'hui. Maintenant, ces dernières années, il est arrivé d'autres facteurs. Il y a eu une période difficile. Nous avons eu une période, je pense que nous avions une équipe de journalistes de talent, mais qui auraient voulu que le journal se convertisse un peu à leurs objectifs, plutôt que d'accepter de continuer à servir les objectifs du journal. Par exemple, il y en avait à certains moments qui avaient épousé la cause du syndicalisme, d'une manière très militante. Et si nous les avions suivis, le journal serait devenu une sorte d'organe officieux du mouvement syndical. Moi, je me suis profondément rebellé contre ça. J'ai dit, lorsque surgit un conflit ouvrier, je tiens à ce que nous présentions le plus objectivement possible tous les côtés de la médaille. La version patronale, la version syndicale, la version gouvernementale, la version arbitrale au besoin. Puis ensuite, nous nous réservons de choisir une position qui favorisera tantôt le syndicat, tantôt l'autre parti, selon le contenu des questions en litige. Et ça, évidemment, ça a obligé à faire des partages. Il y en a, quand ils ont vu que cette ligne-là s'établissait de manière plus ferme, qui ont préféré partir. Parce que c'était des journalistes qui avaient vécu la dernière partie de l'époque du Plessis.
qui avaient été habitués au devoir à une sorte de climat de croisade. Vous savez, le devoir en 57-58 était à fond de train derrière la Confédération des syndicats nationaux. Il était à fond de train derrière ceux qui voulaient remplacer le régime du Plessis. Aujourd'hui, il ne pourrait pas faire ça sans verser dans une forme de journalisme qui serait absolument déplorable. Alors là, il y a des changements qui se sont produits. Certains sont partis et je pense qu'ils sont plus heureux là où ils sont et que nous les avons remplacés très heureusement, très avantageusement. Quelles seront les réformes les plus marquantes de votre administration, d'abord en ce qui concerne votre conception de la profession de journaliste et ensuite en ce qui concerne le financement du journal? Je pense qu'au point de vue professionnel, le journal va se rapprocher des normes les plus exigeantes dans les meilleurs journaux du monde. Moi, c'est mon objectif principal. Je veux que, disons, celui qui couvre les questions du travail au devoir soit un chroniqueur d'aussi grande qualité, sinon de meilleur, que celui qui couvre la question du travail au New York Times, au Manchester Guardian, au Monde, etc. Je me dis, nous sommes capables d'arriver à ça. Et je vais vous donner un exemple. Il y a eu le synode des évêques à Rome au mois d'octobre. Alors, le devoir a un correspondant religieux qui est le meilleur au Canada. Nous l'avons envoyé à Rome pour toute la période du synode et je crois que l'information qu'il a donnée sur cet événement très important est la meilleure que l'on ait pu trouver dans n'importe quel journal quotidien d'Amérique du Nord. J'ai comparé ce que donnait M. Proulx dans Le Devoir avec ce qu'on pouvait trouver dans le New York Times. Et franchement, je préférais ce que M. Proulx donnait dans Le Devoir. C'était plus cohérent et plus complet. Alors, je me dis, ça, c'est le premier objectif que je poursuis. Je crois que nous sommes très bien engagés dans cette voie-là, en tenant compte, évidemment, des très grandes limites financières. Mais compte tenu de ça, c'est la première voie. Deuxième voie, point de vue administratif. Et vous, le devoir, à cause de ce genre de croisade qu'il avait, de ce rôle de campaigner pour ceci ou pour ça, c'était acquis au cours des années beaucoup de lecteurs qui étaient plutôt des sortes de lecteurs de charité, qui achetaient le journal parce qu'ils voulaient aider M. Filion, qu'ils voulaient aider M. Bourassa, ou qu'ils voulaient aider M. Ryan. Moi, je me suis fixé comme objectif de me débarrasser de cette catégorie de lecteurs qui devient asservissante. C'est des gens qui vous téléphonent. J'ai reçu un appel d'un homme politique très important hier. Il m'a dit, je suis dégoûté de votre journal parce que vous me traitez mal. J'ai soutenu le journal pendant 25 ans. Je vais laisser maintenant. Je vais plutôt soutenir les autres journaux. Je lui ai dit, faites-le très vite. Sachez que sur cette liste d'imbéciles qui nous quittent pour des raisons comme celle-là, votre nom n'est qu'un nom parmi des centaines et que votre titre n'est même pas à côté de votre nom. Alors, le plus vite vous quitterez, le mieux nous serons. Alors ça, nous nous débarrassons de cette catégorie-là pour avoir des lecteurs qui sont intéressants à un journal sérieux, pas parce qu'ils aiment les opinions de M. Claude Ryan. Je veux qu'il y en ait plusieurs qui viennent, même n'aimant pas les opinions de M. Ryan, mais sachant qu'ils pourront trouver dans Le Devoir le contrepoids présenté de manière intelligente et judicieuse. Je pense que c'est la ligne d'avenir pour le journal. Un peu moins de croisade monolithique, un peu plus de pénétration en profondeur des exigences du métier et de cette espèce de pluralisme intellectuel et spirituel qui est de plus en plus caractéristique de la société canadienne, française et canadienne. Vous remarquez au point de vue anglo-canadien, M. Spicer, nous avons présenté ces dernières années combien de textes qui émanaient d'universitaires ou de dirigeants politiques ou sociaux anglo-canadiens. Autrefois, ça se faisait très rarement. Même du temps de M. Filion, c'était des événements plutôt exceptionnels. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'habitude, parce que moi, je me dis, si je veux que nos gens comprennent la mentalité des anglo-canadiens, moi, je ne peux pas toujours servir d'interprète providentiel entre les deux, d'espèce de commis voyageur qui vient leur dire, voici ce qu'est la vérité à Winnipeg ou à Toronto. Je laisse parler M. Spicer, M. Smiley de Colombie-Britannique, un historien de Toronto, un politicologue d'Ottawa. Je pense que c'est beaucoup plus fécond de cette manière-là. Ça favorise beaucoup plus le cross-fertilization, la fécondation réciproque des idées, des personnes et des groupes. Et moi, c'est dans cette ligne-là que j'essaie de faire progresser Le Devoir ces années-ci. Cela nous ramène justement sur la question de l'influence du Devoir. Pourrait-on évaluer un petit peu l'influence du journal à Québec sur le gouvernement? Est-ce que vous avez écrit un éditorial qui a fait tomber un gouvernement, par exemple, à Québec? Pas moi, parce que je suis au Devoir depuis 1962. Vous avez eu 3 élections, depuis 2 élections, depuis celle de 62, celle de 66. Le gouvernement est tombé en 66. Pour quelles raisons exactement? La plupart des observateurs sont d'accord pour conclure que ce gouvernement-là s'est tué de lui-même à ce moment-là. Il a fait tellement d'erreurs, s'est tellement contredit d'une journée à l'autre.
il a présenté tellement de points de vue contraires selon que c'était tel ou tel ministre qui parlait qu'il s'est démoli lui-même. Non, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons renversé un gouvernement. Je pense que notre plus beau titre de gloire, c'est que nous avons l'impression de participer à la réunion du cabinet M. Bertrand vous lit tous les matins. et aux délibérations du Parlement comme si nous étions là. Ce n'est pas nécessaire que le directeur du Devoir ou ses collaborateurs soient là. Spirituellement, ils sont à l'intérieur de la salle quand les gars délibèrent et ils sont obligés de tenir compte de notre opinion, souvent pour la rejeter. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils soient capables de se dire pourquoi. Et sinon, ils emportent la responsabilité, souvent aussi pour l'approuver. Je pourrais vous donner des très nombreux cas où des amendements ont été apportés à des législations ou des législations introduites parce que le Devoir avait considéré que c'était des choses qu'il fallait faire, qui étaient très sérieuses. Des enquêtes ont été accordées parce que nous les avions exigées. Il y en a des quantités. Je pourrais vous donner des très nombreux cas où les opinions du Devoir ont été carrément rejetées par l'autorité compétente. Elle agissait dans son droit le plus strict, mais ce qui est notre titre de gloire, encore une fois, c'est que nous avons comme la sensation d'être là, de participer à l'œuvre des pouvoirs publics dans une espèce de rôle de ministre de l'opinion publique. Et M. Lesage avait eu le malheur d'employer cette expression-là un jour dans une allocution qu'il avait faite à Toronto. Puis je l'avais repris la semaine suivante avec des choses qui se passaient à l'intérieur du cabinet. Je lui avais dit, excusez-moi, mais je vais vous donner l'opinion du ministre de l'opinion publique. Et sur cette question, nous avions gagné la bataille parce qu'il y avait plusieurs membres à l'intérieur du cabinet qui partageaient notre opinion. Et à Ottawa, vous avez un problème particulier en ce moment. Je crois que M. Trudeau a dit à maintes reprises qu'il ne lit pas tellement souvent les journaux. Il ne les respecte guère, il les trouve tendancieux et superficiels. Est-ce que M. Trudeau vous lit? Ça, je n'oserais pas le lui demander. Vous savez, je suis sûr qu'il lit le Devoir de temps à autre, en cachette. Comme faisait M. Duplessis. Mais je pense que nous sommes la conscience de M. Trudeau. Parce qu'autour de lui, il a surtout des flatteurs actuellement. Et des gens qui n'osent pas lui dire la vérité en face. S'il veut savoir ce que des gens indépendants pensent de lui, il peut prendre le Devoir à peu près n'importe quand. Et il va le trouver. Il n'y a pas un homme au pouvoir qui n'éprouve pas le besoin de faire ça de temps à autre. C'est dans ce sens que nous sommes très proches de M. Trudeau, tout en étant pour l'instant physiquement éloignés de lui. Mais c'est une situation qui nous est très familière, que nous avons connue très souvent dans notre histoire et qui nous est aussi salutaire à bien des points de vue. Nous n'y tenons pas du tout à la proximité physique, pas du tout. M. Ryan, vous voyez devant vous un public de jeunes étudiants canadiens-anglais qui ont aussi quelques questions à vous poser. Je crois que mademoiselle ici a une question. Oui, je voulais demander, vous avez des problèmes financiers, n'est-ce pas? Et, je crois que vous pourrez augmenter votre circulation en publiant plus de nouvelles mondiales et nationales et aussi plus d'articles populaires comme le sport, le théâtre, etc. Parce que le problème qui existe maintenant, c'est que vous vous concentrez trop sur des problèmes uniquement québécois et vous ne pensez pas que ça peut mener à une intériorisation intellectuelle, c'est-à-dire que ils se sont dans un sens isolés des problèmes nationaux et internationaux. Il y a deux aspects dans la question que vous posez. Je pense que nous donnons une assez bonne information internationale au Devoir. Malgré ce que laisse entendre votre question, je pense que notre information est d'assez bonne qualité. Elle pourrait être plus abondante, j'en conviens. Là, vous avez un problème d'espace et de ressources financières qui se pose à nous d'une manière cruelle, à tous les jours. Quant à présenter de la matière plus populaire, je ne sais pas. Je regarde souvent le modèle que j'aime à me présenter là, dans la famille des journaux canadiens, c'est le Globe and Mail. Moi, j'aimerais mieux que le Devoir fût un journal complet comme le Globe and Mail, plutôt que de le garder comme journal incomplet qu'il est actuellement. Maintenant, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le Globe and Mail est seul, sans concurrent, dans le domaine des journaux du matin pour toute la région de Toronto depuis peut-être un siècle. Tandis qu'à Montréal, nous sommes 5 concurrents dans la famille des journaux du matin et chacun des 4 autres concurrents vient nous enlever une clientèle parce qu'il offre un produit meilleur sur tel ou tel point. Dans le domaine sportif, par exemple, pour rivaliser avec nos 2 concurrents de langue française, il faudrait que nous puissions apporter 10, 15 et 20 pages de nouvelles sportives par matin parce qu'eux ont tout.
Il vous donne les résultats des courses qui ont eu lieu partout en Amérique du Nord la veille, les résultats des joutes sportives qui ont eu lieu à tous les échelons, professionnels, semi-professionnels, amateurs seniors, amateurs juniors, etc. Ça nous prendrait un personnel de 15 ou 20 rédacteurs là-dessus. Nous ne sommes pas capables. Et je dois vous dire que nous ne disposons pas des réserves liquides qui nous permettraient de faire des investissements importants et que nous ne sommes guère inclinés à faire les emprunts qui nous permettraient de procéder à de tels investissements parce qu'à ce moment-là, nous risquerions de lier notre liberté. Et nous hésitons beaucoup à le faire. Peut-être sommes-nous un peu conservateurs de ce point de vue-là, mais c'est un genre de conservatisme que je ne déteste pas parce qu'il est assez synonyme de liberté véritable. Bon, monsieur, vous avez une question? Oui. Au début, presque, vous avez dit que vous tenez à l'idéologie de l'entreprise libre, de l'entreprise privée, c'est-à-dire à peu près le capitalisme. En même temps, il me semble que vous admirez beaucoup la politique de M. René Lévesque. Croyez-vous qu'on peut combiner vos idées économiques avec la politique de M. Lévesque dans un Québec indépendant? Le programme du Parti québécois fait une place plus explicite à l'entreprise privée que M. Lévesque ne le faisait lui-même quand il était ministre du cabinet Lesage. Quand il était membre du cabinet Lesage, il ne faut pas oublier qu'il y avait M. Lesage pour défendre l'entreprise privée et beaucoup d'autres ministres. M. Lévesque pouvait se payer le luxe de jouer le rôle d'aiguillon à l'intérieur du gouvernement. Mais comme chef d'un parti, c'est un homme responsable. Il s'est rendu compte que s'il ne faisait pas une place importante à l'entreprise privée dans l'économie, il créerait une économie qui serait très probablement stérile. Alors il fait une place dans son programme assez grande. Maintenant, il affirme dans ce programme-là la primauté de la puissance politique, même en matière économique. Si l'intérêt général demande que l'autorité politique intervienne dans une question économique, M. Lévesque dit, et son parti aussi, il faudrait le faire, et moi aussi. Au plan des principes, par conséquent, il n'y a pas de position fondamentale. Au plan des décisions concrètes, au plan des accents pratiques, là, il se pourrait qu'il y ait des divergences, que moi, je sois probablement un peu plus libéral que lui. Je pense que ce que M. Lévesque ne comprend pas très bien, c'est que la croissance économique, ce n'est pas une chose qui se dicte par des politiciens, mais qui s'accomplit par des millions de décisions individuelles prises librement par des gens travaillant de manière responsable. On dirait qu'il n'a pas très bien saisi là, cette valeur fondamentale qui est au fond du système de libre entreprise. Une dernière question de mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur Ryan, si à cause de vos problèmes économiques, vous serez obligé de faire partie d'une chaîne de journaux, est-ce que vous croyez que vous auriez toujours la liberté d'expression de vos propres idées? Je vais vous dire, là, quand tu fais partie d'une chaîne, mademoiselle, j'accepterais la fonction de directeur de la presse qui m'a été offerte à plusieurs reprises, parce qu'au moins je serais dans un journal très important. Et j'accepterais non seulement les servitudes, mais les inconvénients. Je ne serais sûrement plus directeur du Devoir. Si le journal Le Devoir devenait membre d'une chaîne, comme celle que nous connaissons actuellement, je pense qu'il perdrait du coup sa raison d'être. Et c'est inconcevable. Parce qu'on vous dira qu'il y a autant de liberté dans une chaîne qu'il y en a dans un journal comme Le Devoir. Ce peut être vrai pendant 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais à la longue, ce n'est pas vrai. À la longue, il faut que la volonté du propriétaire finisse par prévaloir. Et c'est à ce moment-là, le moment de vérité doit arriver tôt ou tard. Je ne prétends pas qu'on ne puisse pas faire d'excellents journaux, même à l'intérieur des chaînes. Je pense que c'est une question qui demande à être examinée avec beaucoup de nuances. Mais pour Le Devoir, il ne saurait en être question, à moins qu'on soit prêt à renoncer à ce qui fait sa raison d'être. Bon, M. Ryan, au nom des étudiants et de l'université, j'aimerais vous remercier de votre amabilité en venant répondre à nos questions aujourd'hui. Je crois qu'en fin de compte, nous ne savons toujours pas, en partie à cause de votre modestie, si vous êtes la conscience du Canada français, mais nous avons quand même une petite idée de ce que vous avez sur la conscience. Je vous remercie. Merci beaucoup.